Bonjour à toutes et à tous. Cette thèse revient tout simplement à expliciter notre dernière proposition, il n'y a d'idéologie que par le sujet et que pour des sujets. Entendons, il n'y a d'idéologie que pour des sujets concrets, et cette destination de l'idéologie n'est possible que par le sujet, entendons par la catégorie de sujet et son fonctionnement. Nous voulons dire par là que, même si elle n'apparaît sous cette dénomination le sujet qu'avec l'avènement de l'idéologie bourgeoise, avant tout avec l'avènement de l'idéologie juridique, la catégorie de sujet qui peut fonctionner sous d'autres dénominations, par exemple chez Platon, l'âme, Dieu, est la catégorie constitutive de toute idéologie, quelle qu'en soit la détermination régionale ou de classe, et quelle qu'en soit la date historique, puisque l'idéologie n'a pas d'histoire. Nous disons, la catégorie de sujet est constitutive de toute idéologie, mais en même temps et aussitôt nous ajoutons que la catégorie de sujet n'est constitutive de toute idéologie, qu'en tant que toute idéologie a pour fonction qu'il a défini de constituer des individus concrets en sujet. C'est dans ce jeu de double constitution qu'existe le fonctionnement de toute idéologie, l'idéologie n'étant rien que son fonctionnement dans les formes matérielles de l'existence de ce fonctionnement. Pour voir clair dans ce qui suit, il faut être averti que aussi bien celui qui écrit ces lignes, que le lecteur qui les lit, sont eux-mêmes des sujets, donc des sujets idéologiques, propositions tautologiques, c'est-à-dire que l'auteur comme le lecteur de ces lignes vivent spontanément ou naturellement dans l'idéologie, au sens où nous avons dit que l'homme est par nature un animal idéologique. Que l'auteur, en tant qu'il écrit les lignes d'un discours qui prétend à être scientifique, soit complètement absent, comme sujet, de son discours scientifique car tout discours scientifique est par définition un discours sans sujet, il n'y a de sujet de la science que dans une idéologie de la science, est une autre question, que nous laisserons de côté pour le moment. Comme le disait admirablement saint Paul, c'est dans le logo, entendons dans l'idéologie, que nous avons l'être, le mouvement et la vie. Il s'ensuit que, pour vous comme pour moi, la catégorie de sujet est une évidence première, les évidences sont toujours premières, il est clair que vous et moi sommes des sujets libres, moraux. Comme toutes les évidences, y compris celles qui font qu'un mot désigne une chose ou possède une signification donc y compris les évidences de la transparence du langage, cette évidence que vous et moi sommes des sujets et que ça ne fait pas problème, est un effet idéologique, l'effet idéologique élémentaire. C'est en effet le propre de l'idéologie que d'imposer sans en avoir l'air, puisque ce sont des évidences les évidences comme évidence, que nous ne pouvons pas ne pas reconnaître, et devant lesquelles nous avons l'inévitable et naturelle réaction de nous exclamer à haute voix, ou dans le silence de la conscience, c'est évident. C'est bien ça. C'est bien vrai. Dans cette réaction s'exerce la fonction de reconnaissance idéologique qui est une des deux fonctions de l'idéologie comme telle, son envers étant la fonction de méconnaissance. Pour prendre un exemple hautement concret, nous avons tous des amis qui, lorsqu'ils frappent à notre porte, et que nous posons, à travers la porte fermée, la question « Qui est là ?» répondent car c'est évident, c'est moi. De fait, nous reconnaissons que c'est elle ou c'est lui. Nous ouvrons la porte, et c'est vrai que c'est bien elle qui était là. Pour prendre un autre exemple, quand nous reconnaissons dans la rue quelqu'un de notre reconnaissance, nous lui marquons que nous l'avons reconnu et que nous avons reconnu qu'il nous a reconnus en lui disant « Bonjour cher ami » et en lui serrant la main pratique rituelle matérielle de la reconnaissance idéologique de la vie quotidienne, en France au moins, ailleurs, d'autres rituels. Par cette remarque préalable et ces illustrations concrètes, je veux seulement faire remarquer que vous et moi sommes toujours déjà des sujets, et, comme tels, pratiquons sans interruption les rituels de la reconnaissance idéologique, qui nous garantissent que nous sommes bel et bien des sujets concrets, individuels, inconfondables et naturellement irremplaçables. L'écriture à laquelle je procède actuellement et la lecture à laquelle vous vous livrez actuellement sont, elles aussi, sous ce rapport, des rituels de la reconnaissance idéologique, y compris elle, évidence, avec laquelle peut s'imposer à vous la vérité de mes réflexions ou leur erreur. Mais reconnaître que nous sommes des sujets, et que nous fonctionnons dans les rituels pratiques de la vie quotidienne la plus élémentaire, la poignée de main, le fait de vous appeler par votre nom, le fait de savoir, même si je l'ignore, que vous avez un nom propre, qui vous fait reconnaître comme sujet unique. Cette reconnaissance nous donne seulement la conscience de notre pratique incessante éternelle de la reconnaissance idéologique, sa conscience c'est-à-dire sa reconnaissance, mais elle ne nous donne nullement la connaissance scientifique du mécanisme de cette reconnaissance. Or c'est à cette connaissance qu'il faut en venir, si on veut, tout en parlant dans l'idéologie et du sein de l'idéologie, esquisser un discours qui tente de rompre avec l'idéologie pour risquer d'être le commencement d'un discours scientifique sans sujet sur l'idéologie.
Donc, pour représenter pourquoi la catégorie de sujet est constitutive de l'idéologie, qui n'existe qu'en constituant les sujets concrets en sujets, je vais employer un mode d'exposition particulier, assez concret pour qu'il soit reconnu, mais assez abstrait pour qu'il soit pensable et pensé, donnant lieu à une connaissance. Je dirais dans une première formule, toute idéologie interpelle les individus concrets en sujets concrets, par le fonctionnement de la catégorie de sujet. Voilà une proposition qui implique que nous distinguions, pour le moment, les individus concrets d'une part, et les sujets concrets d'autre part, bien qu'il n'y ait, à ce niveau, de sujets concrets que supportés par un individu concret. Nous suggérons alors que l'idéologie agit ou fonctionne de telle sorte qu'elle recrute des sujets parmi les individus, elle les recrute tous, ou transforme les individus en sujets, elle les transforme tous par cette opération très précise que nous appelons l'interpellation, qu'on peut se représenter sur le type même de la plus banale interpellation policière ou non de tous les jours, et, vous, là-bas. Si nous supposons que la scène théorique imaginée se passe dans la rue, l'individu interpellé se retourne. Par cette simple conversion physique de 180 degrés, il devient sujet. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que l'interpellation s'adressait bien à lui, et que c'était bien lui qui était interpellé et pas un autre. L'expérience montre que les télécommunications pratiques de l'interpellation sont telles, que l'interpellation ne rate pratiquement jamais son homme, appel verbal, ou coup de sifflet, l'interpellé reconnaît toujours que c'était bien lui qu'on interpellait. C'est tout de même un phénomène étrange, et qui ne s'explique pas seulement, malgré le grand nombre de ceux qui ont quelque chose à se reprocher, par le sentiment de culpabilité. Naturellement, pour la commodité et la clarté de l'exposition de notre petit théâtre théorique, nous avons dû présenter les choses sous la forme d'une séquence, avec un avant et un après, donc sous la forme d'une succession temporelle. Il y a des individus qui se promènent. Quelque part en général dans leur dos retentit l'interpellation, et vous. Là-bas. Un individu à 90% c'est toujours celui qui est visé se retourne, croyant soupçonnant sachant qu'il s'agit de lui, donc reconnaissant que c'est bien lui qui est visé par l'interpellation. Mais dans la réalité les choses se passent sans aucune succession. C'est une seule et même chose que l'existence de l'idéologie et l'interpellation des individus en sujet. Nous pouvons ajouter, ce qui semble se passer ainsi en dehors de l'idéologie, très précisément dans la rue, se passe en réalité dans l'idéologie. Ce qui se passe en réalité dans l'idéologie semble donc se passer en dehors d'elle. C'est pourquoi ceux qui sont dans l'idéologie se croient par définition en dehors de l'idéologie, c'est un des effets de l'idéologie que la dénégation pratique du caractère idéologique de l'idéologie, par l'idéologie ne dit jamais « je suis idéologique ». Il faut être hors de l'idéologie, c'est-à-dire dans la connaissance scientifique, pour pouvoir dire « je suis dans l'idéologie cas tout à fait exceptionnel ou cas général, j'étais dans l'idéologie ». On sait fort bien que l'accusation d'être dans l'idéologie ne vaut que pour les autres, jamais pour soi à moins d'être vraiment spinoziste ou marxiste, ce qui, sur ce point, est exactement la même position. Ce qui revient à dire que l'idéologie n'a pas de dehors pour elle, mais en même temps qu'elle n'est que dehors pour la science, et la réalité. Cela, Spinoza l'avait parfaitement expliqué 200 ans avant Marx, qui l'a pratiqué, mais sans l'expliquer en détail. Mais laissons ce point, pourtant lourd de conséquences non seulement théoriques, mais directement politiques, puisque par exemple toute la théorie de la critique et de l'autocritique, règle d'or de la pratique de la lutte des classes marxistes-léninistes, en dépend. Donc l'idéologie interpelle les individus en sujet. Comme l'idéologie est éternelle, nous devons maintenant supprimer la forme de la temporalité dans laquelle nous avons représenté le fonctionnement de l'idéologie et dire « l'idéologie a toujours déjà interpellé les individus en sujet », ce qui revient à préciser que les individus sont toujours déjà interpellés par l'idéologie en sujet, ce qui nous conduit nécessairement à une dernière proposition, les individus sont toujours déjà des sujets. Donc les individus sont abstraits par rapport aux sujets qu'ils sont toujours déjà. Cette proposition peut paraître un paradoxe. Qu'un individu soit toujours déjà sujet, avant même de naître, c'est pourtant la simple réalité, accessible à chacun et nullement un paradoxe. Que les individus soient toujours abstraits par rapport au sujet qu'ils sont toujours déjà, Freud l'a montré, en remarquant simplement de quel rituel idéologique était entourée l'attente d'une naissance, cet heureux événement. Chacun sait combien, et comment un enfant à naître est attendu. Ce qui revient à dire très prosaïquement, si nous convenons de laisser de côté les sentiments, c'est-à-dire les formes de l'idéologie familiale, paternelle, maternelle, conjugale, fraternelle, dans lesquelles l'enfant à naître est attendu, il est acquis d'avance qu'il portera le nom de son père,
aura donc une identité, et sera irremplaçable. Avant de naître, l'enfant est donc toujours déjà sujet, assigné à l'être dans et par la configuration idéologique familiale spécifique dans laquelle il est attendu après avoir été conçu. Inutile de dire que cette configuration idéologique familiale est, dans son unicité, fortement structurée, et que c'est dans cette structure implacable plus ou moins pathologique à supposer que ce terme est un sens assignable, que l'ancien futur sujet doit trouver sa place, c'est-à-dire devenir le sujet sexuel, garçon ou fille qu'il est déjà par avance. On comprend que cette contrainte et cette préassignation idéologique, et tous les rituels de l'élevage puis de l'éducation familiaux, ont quelque rapport avec ce que Freud a étudié dans les formes des étapes prégénitales et génitales de la sexualité, donc dans la prise de ce que Freud a repéré, par ses effets, comme étant l'inconscient. Mais laissons aussi ce point. Faisons un pas de plus. Ce qui va maintenant retenir notre attention, c'est la façon dont les acteurs de cette mise en scène de l'interpellation et leurs rôles respectifs sont réfléchis dans la structure même de toute idéologie. Comme la structure formelle de toute idéologie est toujours la même, nous nous contenterons d'analyser un seul exemple, accessible à tous, celui de l'idéologie religieuse, en précisant que la même démonstration peut être reproduite à propos de l'idéologie morale, juridique, politique, esthétique. Considérons donc l'idéologie religieuse chrétienne. Nous allons employer une figure de rhétorique et la faire parler, c'est-à-dire ramasser dans un discours fictif ce qu'elle dit non seulement dans ses deux testaments, ses théologiens, ses sermons, mais aussi ses pratiques, ses rituels, ses cérémonies et ses sacrements. L'idéologie religieuse chrétienne dit à peu près ceci. Elle dit, je m'adresse à toi, individu humain appelé Pierre, tout individu est appelé par son nom, au sens passif, ce n'est jamais lui qui se donne son nom, pour te dire que Dieu existe et que tu lui dois des comptes. Elle ajoute, c'est Dieu qui s'adresse à toi par ma voix, Écriture ayant recueilli la parole de Dieu, la tradition l'ayant transmise, l'infaillibilité pontificale la fixant à jamais sur ces points délicats. Elle dit, voici qui tu es Pierre. Voici quelle est ton origine, tu as été créé par Dieu de toute éternité, bien que tu sois né en 1920 après Jésus-Christ. Voici quelle est ta place dans le monde. Voici ce que tu dois faire. Moyennant quoi, si tu observes la loi d'amour, tu seras sauvé, toi Pierre, et feras partie du corps glorieux du Christ. Or c'est là un discours tout à fait connu et banal, mais en même temps tout à fait surprenant. Surprenant, car si nous considérons que l'idéologie religieuse s'adresse bien aux individus pour les transformer en sujets, en interpellant l'individu Pierre pour en faire un sujet, libre d'obéir ou de désobéir à l'appel, c'est-à-dire aux ordres de Dieu, si elle les appelle par leur nom, reconnaissant ainsi qu'ils sont toujours déjà interpellés en sujet ayant une identité personnelle au point que le Christ de Pascal dit, c'est pour toi que j'ai versé telle goutte de mon sang, si. Elle les interpelle de telle sorte que le sujet répond, oui, c'est bien moi. Si elle obtient de la reconnaissance qu'ils occupent bien la place qu'elle leur désigne comme la leur dans le monde, une résidence fixe, c'est bien vrai, je suis ici, ouvrier, patron, soldat. Dans cette vallée de larmes, si elle obtient de la reconnaissance d'une destination, la vie ou la damnation éternelle, selon le respect ou le mépris avec lesquels ils traiteront les commandements de Dieu, la loi devenue amour, si tout cela se passe bien ainsi dans les pratiques des rituels bien connus du baptême, de la confirmation, de la communion, de la confession et de l'extrême-onction, nous devons remarquer que toute cette procédure, mettant en scène des sujets religieux, chrétiens, est dominée par un phénomène étrange, c'est qu'il n'existe une telle multitude de sujets religieux possibles que sous la condition absolue qu'il y ait un autre sujet unique, absolu, à savoir Dieu. Convenons de désigner ce nouveau et singulier sujet par l'écriture sujet avec une majuscule pour le distinguer des sujets ordinaires, sans majuscule. Il apparaît alors que l'interpellation des individus en sujet suppose l'existence d'un autre sujet, unique et central, au nom duquel l'idéologie religieuse interpelle tous les individus en sujet. Tout cela est écrit en clair dans ce qui s'appelle justement l'écriture. En ce temps-là, le Seigneur Dieu parla à Moïse dans la nuée. Et le Seigneur appela Moïse, Moïse c'est bien moi, dit Moïse, je suis Moïse ton serviteur, parlez je t'écouterai. Et le Seigneur parla à Moïse, et il lui dit, je suis celui qui suis. Dieu se définit donc lui-même comme le sujet par excellence, celui qui est par soi et pour soi, je suis celui qui suis, et celui qui interpelle son sujet, l'individu qui lui est assujetti par son interpellation même, à savoir l'individu dénommé Moïse. Et Moïse,
interpellé appelé par son nom, ayant reconnu que c'était, bien, lui qui était appelé par Dieu, reconnaît qu'il est sujet, sujet de Dieu, sujet assujetti à Dieu, sujet par le sujet et assujetti au sujet. La preuve, il lui obéit, et fait obéir son peuple aux ordres de Dieu. Dieu est donc le sujet, et Moïse, et les innombrables sujets du peuple de Dieu, ses interlocuteurs interpellés, ses miroirs, ses reflets. Les hommes n'ont-ils pas été créés à l'image de Dieu? Comme toute la réflexion théologique le prouve, alors qu'il pourrait parfaitement s'en passer, Dieu a besoin des hommes, le sujet a besoin des sujets, tout comme les hommes ont besoin de Dieu, les sujets ont besoin du sujet. Mieux, Dieu a besoin des hommes, le grand sujet des sujets, jusque dans l'affreuse inversion de son image en eux quand les sujets se vautrent dans la débauche, c'est-à-dire le péché. Mieux, Dieu se dédouble lui-même, et envoie son Fils sur la terre, comme simple sujet abandonné de lui, la longue plainte du jardin des Oliviers finissant sur la croix, sujet mais sujet, homme mais Dieu, pour accomplir ce par quoi la rédemption finale se prépare, la résurrection du Christ. Dieu a donc besoin de se faire lui-même homme, le sujet a besoin de devenir sujet, comme pour bien montrer empiriquement, visible aux yeux, tangible aux mains, voir saint Thomas des sujets que, s'ils sont sujets, assujettis au sujet, c'est uniquement pour rentrer finalement au jour du jugement dernier dans le sein du Seigneur, comme le Christ, c'est-à-dire dans le sujet. Déchiffrons en langage théorique cette admirable nécessité du dédoublement du sujet en sujet et du sujet lui-même en sujet-sujet. Nous constatons que la structure de toute idéologie, interpellant les individus en sujet au nom d'un sujet unique et absolu et spéculaire, c'est-à-dire en miroir, est doublement spéculaire, ce redoublement spéculaire est constitutif de l'idéologie et assure son fonctionnement. Ce qui signifie que toute idéologie est centrée, que le sujet absolu occupe la place unique du centre, et interpelle autour de lui l'infinité des individus en sujet, dans une double relation spéculaire telle qu'elle assujettit les sujets au sujet, tout en leur donnant, dans le sujet où tout sujet peut contempler sa propre image, présente et future, la garantie que c'est bien d'eux et bien de lui qu'il s'agit, et que, tout se passant en famille, la sainte famille, la famille est part. Essence sainte, Dieu y reconnaîtra les siens, c'est-à-dire ceux qui auront reconnu Dieu et se seront reconnus en lui, ceux-là seront sauvés. La structure spéculaire redoublée de l'idéologie assure à la fois, 1. L'interpellation des individus en sujet. 2. Leur assujettissement au sujet. 3. La reconnaissance mutuelle entre les sujets et le sujet, et entre les sujets eux-mêmes, et finalement la reconnaissance du sujet par lui-même. 4. La garantie absolue que tout est bien ainsi, et qu'à la condition que les sujets reconnaissent ce qu'ils sont et se conduisent en conséquence, tout ira bien, ainsi soit-il. Résultat, pris dans ce quadruple système d'interpellation en sujet, d'assujettissement au sujet, de reconnaissance universelle et de garantie absolue, les sujets marchent, ils marchent tout seuls dans l'immense majorité des cas, à l'exception des mauvais sujets qui provoquent à l'occasion l'intervention de tel ou tel détachement de l'appareil répressif d'État. Mais l'immense majorité des bons sujets marchent bien tout seuls, c'est-à-dire à l'idéologie dont les formes concrètes sont réalisées dans les appareils idéologiques d'État. Ils s'insèrent dans les pratiques, gouvernés par les rituels des appareils idéologiques d'État. Ils reconnaissent l'état des choses existant, que c'est bien vrai qu'il en est ainsi et pas autrement, qu'il faut obéir à Dieu, à sa conscience, à De Gaulle, au patron, à l'ingénieur, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Leur conduite concrète, matérielle, n'est que l'inscription dans la vie de l'admirable mot de leur prière, ainsi soit-il. Oui, les sujets marchent tout seuls. Tout le mystère de cet effet tient dans les deux premiers moments du quadruple système dont on vient de parler, ou si l'on préfère dans l'ambiguïté du terme de sujet. Dans l'acception courante du terme, sujet signifie en effet, une subjectivité libre, un centre d'initiative, auteur et responsable de ses actes, un être assujetti, soumis à une autorité supérieure, donc dénué de toute liberté, sauf d'accepter librement sa soumission. Cette dernière notation nous donne le sens de cette ambiguïté, laquelle ne réfléchit que l'effet qu'il a produit, l'individu est interpellé en sujet libre pour qu'il se soumette librement aux ordres du sujet, donc pour qu'il accepte librement son assujettissement, donc qu'il accomplisse tout seul les gestes et actes de son assujettissement. Il n'est de sujet que par et pour leur assujettissement. C'est pourquoi il marche tout seul. Ainsi soit-il. Ce mot, qui enregistre l'effet à obtenir, prouve qu'il n'en est pas naturellement ainsi naturellement, en dehors de cette prière,
c'est-à-dire en dehors de l'intervention idéologique. Ce mot prouve qu'il faut qu'il en soit ainsi, pour que les choses soient ce qu'elles doivent être, lâchons le mot, pour que la reproduction des rapports de production soit, jusque dans les procès de production et de circulation, assurée, chaque jour, dans la conscience, c'est-à-dire dans le comportement des individus sujets, occupant les postes que la division sociale technique du travail leur assigne dans la production, l'exploitation, la répression, l'idéologisation, la pratique scientifique. De quoi est-il en effet réellement question dans ce mécanisme de la reconnaissance spéculaire du sujet et des individus interpellés en sujet, et de la garantie donnée par le sujet au sujet s'ils acceptent librement leur assujettissement aux ordres du sujet? La réalité dont il est question dans ce mécanisme, celle qui est nécessairement méconnue dans les formes mêmes de la reconnaissance, idéologie est égale à la reconnaissance, méconnaissance, et bien en effet, en dernier ressort, la reproduction des rapports de production et des rapports qui en dérivent. Si ces quelques thèses schématiques permettent d'éclairer certains aspects du fonctionnement de la superstructure et de son mode d'intervention dans l'infrastructure, elles sont évidemment abstraites et laissent nécessairement en suspens d'importants problèmes, dont il faut dire un mot. 1. Le problème du procès d'ensemble de la réalisation de la reproduction des rapports de production. Les appareils idéologiques d'État contribuent, comme élément de ce procès, à cette reproduction. Mais le point de vue de leur simple contribution reste abstrait. C'est seulement au sein même des procès de production et de circulation que cette reproduction est réalisée. Elle est réalisée par le mécanisme de ces procès, où est achevée la formation des travailleurs, où leur sont assignés des postes. C'est dans le mécanisme interne de ces procès que vient s'exercer l'effet de différentes idéologies, avant tout l'idéologie juridico-morale. Mais ce point de vue reste encore abstrait. Car dans une société de classe, les rapports de production sont des rapports d'exploitation, donc des rapports entre classes antagonistes. La reproduction des rapports de production, objectif ultime de la classe dominante, ne peut donc être une simple opération technique formant et distribuant les individus aux différents postes de la division technique du travail. En vérité, il n'y a pas, sauf dans l'idéologie de la classe dominante, de division technique du travail. Toute division technique, toute organisation technique du travail est la forme et le masque d'une division et d'une organisation sociale de classe du travail. La reproduction des rapports de production ne peut alors être qu'une entreprise de classe. Elle se réalise au travers d'une lutte de classe qui oppose la classe dominante à la classe exploitée. Le procès d'ensemble de la réalisation de la reproduction des rapports de production reste donc abstrait tant qu'on ne se place pas du point de vue de cette lutte de classe. Se placer au point de vue de la reproduction, c'est donc, en dernière instance, se placer au point de vue de la lutte des classes. 2. Le problème de la nature de classe des idéologies existant dans une formation sociale. Le mécanisme de l'idéologie en général est une chose. On a vu qu'il se réduisait à quelques principes tenant en quelques mots aussi pauvres que ceux qui définissent selon Marx la production en général, ou chez Freud l'inconscient en général. S'il a quelque vérité, ce mécanisme est abstrait au regard de toute formation idéologique réelle. On a avancé l'idée que les idéologies étaient réalisées dans des institutions, dans leurs rituels et leurs pratiques, les appareils idéologiques d'État. On a vu qu'à ce titre elles concouraient à cette forme de la lutte des classes, vitale pour la classe dominante, qu'est la reproduction des rapports de production. Mais ce point de vue lui-même, aussi réel soit-il, reste abstrait. En effet, l'État et ses appareils n'ont de sens que du point de vue de la lutte des classes, comme appareil de lutte des classes assurant l'oppression de classe, et garantissant les conditions de l'exploitation et de sa reproduction. Mais il n'y a pas de lutte des classes sans classe antagoniste. Qui dit lutte de classe de la classe dominante dit résistance, révolte et lutte de classe de la classe dominée. C'est pourquoi les appareils idéologiques d'État ne sont pas la réalisation de l'idéologie en général, ni même la réalisation sans conflit de l'idéologie de la classe dominante. L'idéologie de la classe dominante ne devient pas dominante par la grâce du ciel, ni même par la vertu de la simple prise du pouvoir d'État. C'est par la mise en place des appareils idéologiques d'État, où cette idéologie est réalisée et se réalise, qu'elle devient dominante. Or cette mise en place ne se fait pas toute seule, elle est au contraire l'enjeu d'une très dure lutte de classe ininterrompue, d'abord contre les anciennes classes dominantes et leur position dans les anciennes et les nouvelles appareils idéologiques d'État, ensuite contre la classe exploitée. Mais ce point de vue de la lutte de classe dans les appareils idéologiques d'État reste encore abstrait. En effet,
la lutte des classes dans les appareils idéologiques d'État est bien un aspect de la lutte des classes, parfois important et symptomatique, par exemple la lutte anti-religieuse au XVIIIe siècle, par exemple la crise de l'appareil idéologique d'État scolaire dans tous les pays capitalistes aujourd'hui. Mais la lutte de classe dans les appareils idéologiques d'État n'est qu'un aspect d'une lutte des classes qui déborde les appareils idéologiques d'État. L'idéologie qu'une classe au pouvoir rend dominante dans ces appareils idéologiques d'État, se réalise bien dans ces appareils idéologiques d'État, mais elle les déborde, car elle vient d'ailleurs. De même l'idéologie qu'une classe dominée réussit à défendre dans et contre tel appareil idéologique d'État les déborde, car elle vient d'ailleurs. C'est seulement du point de vue des classes, c'est-à-dire de la lutte des classes, qu'on peut rendre compte des idéologies existant dans une formation sociale. Non seulement c'est à partir de là qu'on peut rendre compte de la réalisation de l'idéologie dominante et des formes de lutte de classe dont les appareils idéologiques d'État sont le siège et l'enjeu. Mais c'est aussi et surtout à partir de là qu'on peut comprendre d'où proviennent les idéologies qui se réalisent dans les appareils idéologiques d'État et s'y affrontent. Car, s'il est vrai que les appareils idéologiques d'État représentent la forme dans laquelle l'idéologie de la classe dominante doit nécessairement se réaliser, et la forme à laquelle l'idéologie de la classe dominée doit nécessairement se mesurer et s'affronter, les idéologies ne naissent pas dans les appareils idéologiques d'État, mais des classes sociales prises dans la lutte des classes, de leurs conditions d'existence, de leurs pratiques, de leurs expériences de lutte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.